je remercie pour m'avoir proposé cette occasion de... Ah, alors le son, je vais parler plus fort, mais je ne sais pas si ça vous aider. Mais voilà, on m'avait proposé de donner un exposé sur les ordinateurs quantiques ou quelque chose comme ça. Et je dis que oui, pourquoi pas, mais j'allais dire du mal, donc des ordinateurs quantiques. Alors ça a gêné un petit peu les organisateurs, et puis un peu de temps après, j'ai commencé à essayer d'anticiper mon voyage en Corse, je viens de Grenoble, en faisant mon empreinte carbone comme je fais assez souvent. Et là, j'ai pris peur quand même. Donc je me suis dit, puis j'ai creusé un peu et j'ai vu qu'il y avait vraiment un sujet avec l'insularité, l'empreinte carbone. Et donc, du coup, j'ai proposé de parler de ça. Je crois qu'ils s'appréhendent un petit peu ce que je vais dire. Mais bon, on m'a dit que les Corses avaient de l'humour, donc je vais continuer en me présentant. Déjà pour commencer, donc je suis chercheur comme a été annoncé à Grenoble. Je suis aussi, je suis aussi membre d'un collectif qui s'appelle Laboratoire 1.5, qui est un groupement de recherche qui travaille sur l'impact carbone de l'activité des chercheurs. Donc à ce titre, c'est à ce titre que je me suis intéressé à ces questions d'impact carbone. Et je suis, pour être tout à fait transparent avec vous, je suis aussi membre d'un collectif qui s'appelle Scientifiques en Rébellion, qui œuvre pour alerter le public sur les enjeux climatiques. Alors j'ai revu mes slides, je pense que ça se manifeste dans aucune de mes alors slides, c'est un mot de jargon, donc il faudra que vous m'arrêtiez quand vous ne comprenez pas les mots, c'est mes planches, quoi. Donc j'ai revu, je pense que ça n'intervient pas du tout, mais pour être transparent avec vous, je voulais vous le mentionner. Ouais, donc comme je veux le dire, je ne suis pas du tout habitué à parler au grand public. Donc si j'utilise des mots que vous ne comprenez pas, j'essaie de faire un effort, mais voilà, arrêtez-moi. Toutes les questions techniques durant l'exposé, en plein cœur de l'exposé, n'hésitez pas à intervenir, c'est bienvenu, ça rendra les choses un peu vivantes. On m'a dit qu'il fallait poser des questions pour sonder un peu l'auditoire, donc j'ai prévu quelques questions au fil de l'exposé, vous verrez. Donc, je vais commencer par quelques notions très générales, par la différence entre météo et climat. Donc, vous savez tous ce que c'est que la météo, par exemple, quel temps il va faire demain à Cargèse. Donc, c'est à la fois local, c'est ce qui va faire la météo à Cargèse, et dans le temps, c'est demain, matin, dans la nuit. Quand on parle de climat, on s'intéresse à des échelles beaucoup plus grandes dans le temps et dans l'espace, pour utiliser des mots de physicien, mais en gros, on va parler du climat méditerranéen, par exemple. Et on va parler d'évolution climatique en regardant sur des échelles de la dizaine d'années, par exemple sur 30 ans. Sur 30 ans, comment ça fluctue. Donc on ne va pas s'intéresser entre le matin et le soir à ce qui fait l'amplitude de fluctuation de température, mais par exemple, sur 30 ans, à Ajaccio, la température moyenne a augmenté de 1,1 degré. En France, c'est plutôt le double. Enfin, en France métropolitaine, en moyenne. Donc voilà, ça c'est une évolution climatique. C'est pas la météo, c'est autre chose. C'est les tendances de fond, ça implique des processus beaucoup plus longs, des processus planétaires un peu différents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces espèces de codes couleurs, on en voit de plus en plus souvent à l'occasion du grand public. C'est une façon de représenter un petit peu l'évolution de température de façon graphique, où on représente avec un bleu foncé les couleurs froides, avec un rouge plus prononcé les couleurs chaudes, et ça permet de visualiser en fonction des années quelle évolution on a. Par exemple, je n'ai pas trouvé de relevé de température de la Corse qui soit antérieur à 1970. Pour Ajaccio, c'est 79 à peu près, mais on voit que si on affecte une couleur à la température, plus c'est chaud, plus c'est rouge, plus c'est froid, plus c'est bleu, l'œil se rend compte automatiquement que c'est en train d'évoluer. Oui. Donc j'en réutiliserai un petit peu plus tard. Ça s'appelle alors en anglais c'est warming stripes, mais c'est des rayures climatiques, en gros. Bon. Alors ça c'était la première notion, différence entre météo et climat. La deuxième notion c'est l'effet de serre. Qu'est-ce que c'est? Alors vous êtes familier avec les serres agricoles, hein, c'est une espèce d'enveloppe en plastique ou en verre parfois, qui permet de laisser rentrer les rayons du soleil. Ça chauffe le sol, ça chauffe l'air au-dessus du sol, mais l'air ne peut pas s'échapper à cause de l'enveloppe. Et le résultat final est que l'air est plus chaud. Alors il se passe un peu la même chose, un peu, hein, mais à l'échelle de la planète, avec l'atmosphère. Les rayons du soleil,
Alors j'ai un pointeur, mais c'est un peu frustrant à utiliser. Je vais tenter, et puis après je pense que je vais prendre le stick. Bon, allez, hop, je passe au stick. Les rayons du soleil traversent l'atmosphère. En tout cas, la moitié arrive à traverser l'atmosphère sans être réfléchie, par exemple, par les nuages, et va réchauffer la surface de la planète. Et donc la surface de la planète, en moyenne, elle va être à monter à peu près 15 degrés, donc moyenne jour, nuit, pôle, équateur, hein. Et elle va émettre des infrarouges. Tous les corps qui sont un petit peu chauds émettent des infrarouges, donc aussi la planète. Et ces infrarouges, c'est un rayonnement aussi électromagnétique, comme celui du Soleil, mais à des fréquences différentes. Une partie, l'essentiel, va être réabsorbé par l'atmosphère, qui va en re-injecter, émettre plus exactement l'essentiel vers la Terre et en laisser fuir vers l'espace une petite partie. Donc, cette espèce de retour de cette énergie qui revient vers la planète résulte en un chauffage supplémentaire de la surface de la planète. Donc, c'est ça l'effet de serre sur la planète. Les gaz qui sont dans l'atmosphère et qui participent à cet effet de serre, essentiellement, c'est l'eau, hein, sous forme de vapeur en particulier, mais aussi liquide. Le dioxyde de carbone, donc CO2, l'ozone, le méthane et quelques autres. Et donc, pour essayer d'un petit peu... Alors oui, je vais aussi en profiter pour vous dire que la plupart des documents que je vais vous montrer, la source des images sera marquée en petit quelque part pour pas que ça gêne trop. Et en bas, je vais mettre des références un peu plus techniques ou éventuellement voilà, les sources que j'utilise. Oui. Alors, ça sera mieux comme ça, c'est ça? Ah, pardon. Je vais commencer par faire un petit sondage pour voir est-ce qu'à votre avis, l'effet de serre est quelque chose de bénéfique à la planète ou pas? Alors si on imaginait, c'est une expérience de pensée, mais si d'un coup on imagine qu'on enlève l'atmosphère et qu'on suppose que l'essentiel de l'énergie qui arrive depuis le Soleil arrive quand même à faire son chemin jusqu'à la Terre, la même quantité arrive jusqu'à la Terre, quelle serait la température moyenne à la surface de la Terre? Actuellement, c'est à peu près 15 degrés. Hein. Donc si d'un coup on enlève l'atmosphère et on suppose qu'il y a autant d'énergie qui arrive du Soleil, de combien on refroidit? Alors, moi je suis filmé... Pardon? En moyenne, par rapport à 15 degrés, combien ça vient? Alors, moi je suis filmé, je suis enregistré, mais pas vous. Donc vous pouvez lever la main et personne ne saura que... Enfin, ici, vos voisins sauront, mais ça ne restera pas dans les traces. Donc je vais vous demander de vous prononcer à main levée, si vous voulez bien, sur... voilà, est-ce que la température va... la nouvelle température moyenne sera 8 degrés, moins 2 degrés, moins 8 ou moins 18? Alors, qui pense que ça sera 8? Ouais, donc, moins 2, moins 8 et moins 18. Bon, alors c'est bien moins 18. C'est moins 18 degrés. Donc vraiment, l'effet de serre est quelque chose ça permet la vie sur Terre quand même. Enfin, sous la forme sur laquelle on la connaît en tout cas. Donc c'est quelque chose de bénéfique. Alors, j'ai pris quelques précautions oratoires parce que s'il n'y avait plus d'atmosphère, il n'y aurait plus de nuages, il y aurait une partie un peu plus importante du soleil qui arrive, des rayonnements solaires qui arriveraient jusqu'à la Terre, donc ça remonterait un peu. En fait, ça serait plutôt moins 2 que moins 8. Mais bon, ça c'est juste pour passer le message. L'effet de serre, c'est quelque chose qui est naturel et qui est bénéfique à l'activité sur Terre. Alors, une autre notion que je dois introduire, juste pour dissiper des fois, il y a dans les journaux, ou dans les médias, il y a plein de confusion entre pollution atmosphérique et effet de serre. On parle de CO2. Le CO2, c'est quelque chose qu'on émet en respirant. Ce n'est pas du tout un polluant. La vapeur d'eau, ce n'est pas du tout un polluant. Par contre, on émet à la surface de l'activité humaine des polluants atmosphériques qui ont un effet délétère sur la santé, sur les poumons par exemple. Certains sont à effet de serre, vont contribuer à l'effet de serre, certains vont atténuer l'effet de serre, puis certains n'ont rien à voir avec l'effet de serre. C'est des concepts un petit peu différents. Donc le CO2, ce n'est pas un polluant.
Voilà, j'ai pris une photo de mon ferry au départ de Marseille il y a quelques jours, là. Il mettait 0 particules. Là, c'est pour éviter ces particules. En général, quand on dit que voilà, quelque chose a 0 particules, c'est parce que ça fait moins de pollution. Bon, bon, celui-là, il en avait apparemment. Mais en fait, il faut assez. C'est un indice pour une prochaine question du quiz. Il faut se méfier de ce que racontent les transporteurs et les énergéticiens sur la pollution et le bilan carbone, mais on reviendra dessus. Bon, alors je passe aux perturbations du cycle du carbone par l'activité humaine. Donc je vais vous parler de l'effet de serre qui a été assez naturel, qui est lié à la vapeur d'eau qui est présente dans l'atmosphère. Bon, il y a depuis que l'homme, essentiellement depuis en fait la révolution industrielle du 19e siècle, l'homme a extrait beaucoup de réservoirs géologiques, a extrait beaucoup de carbone. Sous forme de charbon au début, puis de pétrole, et puis de gaz naturel. Enfin, vous connaissez ça. Alors, c'est pas nouveau. Avant, on extrait de la tourbe et tout ça, mais dans des quantités vraiment industrielles. Et ce carbone a été brûlé, et la réaction de combustion émet du CO2. Elle émet aussi d'autres choses qui contribuent à l'atmosphère, mais elle émet beaucoup de CO2. Et ce CO2 s'accumule dans l'atmosphère. Alors, une partie est recaptée, il se dissout dans l'océan. Une partie est recaptée aussi par la végétation. La photosynthèse, c'est un processus qui absorbe du CO2. Et voilà. Mais globalement, on en accumule dans l'atmosphère. Alors, il y a aussi un autre facteur qui augmente la quantité de CO2 de l'atmosphère, c'est le changement d'affectation des sols. Chaque fois qu'on rase une forêt, on enlève potentiellement un puits de carbone, parce que la forêt est absorbée avant, et on le transforme en quelque chose qui absorbe moins. Donc globalement, hein, il y a des forêts qui émettent plus ou moins. Hein, il peut même y avoir des forêts qui n'absorbent pas, qui sont négatives. Mais globalement, en fait, la déforestation au niveau de la planète conduit à une émission nette de gaz à effet de serre, de CO2. Ça, c'est un bilan de CO2 dans l'atmosphère. Donc depuis... Voilà, les émissions, en tout cas, les émissions d'origine liées à l'activité humaine sont devenues supérieures aux absorptions de CO2. N'hésitez pas à m'interrompre hein, si c'est pas clair. Et cette courbe, alors j'ai réalisé tout à l'heure qu'elle était en anglais. Je suis désolé, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop d'oubli comme ça. Ça monte depuis 1960 jusqu'à l'époque actuelle. Chaque année, hein, combien on a émis de gigatonnes de CO2, de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc on voit que, bon, il y a eu quelques soubresauts avec la première crise pétrolière, la deuxième crise pétrolière, l'Union soviétique qui s'est effondrée, etc., la pandémie de Covid, mais que globalement, ça continue d'augmenter. Alors, est-ce qu'ici, ça commence à saturer? Peut-être, c'est possible. Mais voilà, on est toujours en train, l'activité humaine, d'émettre de plus en plus de CO2, donc un gaz à effet de serre, dans l'atmosphère. Le CO2, ce n'est pas le seul, alors c'est le principal hein, en termes d'effet de serre. Ce camembert représente avec différentes couleurs, différentes gaz qui contribuent à l'effet de serre additionnel d'origine humaine. Donc je ne parle pas de l'effet de serre qui est lié à l'eau, hein, qui est déjà dans l'atmosphère, qui ne change pas lui. L'eau est en équilibre avec les mers, tout ça, le taux d'eau dans l'atmosphère ne change pas. Mais la partie qui est liée à l'activité humaine, chaque année, on en rajoute. Et on en rajoute essentiellement par combustion d'énergie fossile. Donc, vous voyez, plus de la moitié. On en rajoute par déboisement aussi. Donc, l'ensemble, c'est à peu près les 3/4. Et on en rajoute aussi des gaz à effet de serre sous différentes formes. Le méthane, c'est un peu surprenant. Alors, le méthane, c'est issu de la décomposition. Quand des composés organiques pourrissent, ils émettent du méthane. Et vous savez que les biocomposteurs, pour faire du méthane, c'est voilà, on met des déchets organiques et on en fait du gaz voilà. Mais il y a aussi un des facteurs importants, c'est la digestion par rumination. Donc les ruminants, pour assimiler des végétaux, ont une réaction chimique dans leur estomac, ou un de leur estomac, et qui émet sous forme de ρ ou de P, hein, pour être concret, du méthane. Et c'est une contribution assez importante. Donc, vous verrez un petit peu plus tard, le bœuf, le veau, les moutons, les agneaux, ça contribue de façon significative à l'effet de serre, en tout cas.
Il y a un autre effet, c'est les oxydes nitreux. Ça, c'est lié à l'utilisation d'engrais azotés dans l'agriculture et aussi dans l'industrie. Et un dernier qui est peut-être pertinent pour la Corse particulièrement, en fait, c'est pas peut-être, d'ailleurs c'est sûr, je citerai un rapport plus tard qui l'atteste, c'est les composés fluorés, qui sont des fluides qui sont utilisés dans les frigidaires, dans les systèmes de clim et tout ça. Alors c'est des toutes petites quantités, vous me direz, mais ils ont un effet, un pouvoir de réchauffement qui est plusieurs dizaines de milliers de fois plus grand que le CO2. Donc une toute petite quantité, quand vous faites une maintenance de clim, il y a une petite fuite. Voilà, ça a des effets importants. Donc voilà, donc il y a les gaz fluorés interviennent là-dessus. Voilà pour le camembert, et je vais passer à la suite. Le réchauffement actuel de la surface terrestre. On prend une période de référence ici qui est pendant la révolution industrielle. Hein. On considère qu'à l'époque, la Terre n'avait pas trop changé à cause de l'activité humaine de température. Donc depuis, là c'est ploté depuis 1950. À l'époque actuelle, on constate à peu près un réchauffement moyen à la surface de la Terre de 1,1%, 1,1 degré. Pardon. Alors ça c'est en moyennant aussi sur la surface des mers. Si on regarde que la France, les terres en général se réchauffent plus vite que les mers. La France est 2, mais voilà, peu importe. On va rester sur les chiffres au niveau global de la planète. On s'est réchauffé à 1,1 degré à peu près actuellement. Et ce qui se va passer dans les années à venir, ça va dépendre de ce qu'on va faire, mais en gros, il y a toute une fourchette qui est envisagée par le GIEC. Donc vous avez entendu parler du GIEC, le groupement intergouvernemental d'études pour le climat, qui fait une synthèse de la connaissance scientifique, du consensus scientifique, et qui dit, voilà, mais dans le futur, suivant ce qu'on fait, on va être soit à plus 6 degrés ici, soit à plus 1,5 ou 2 degrés. Donc voilà, il faut choisir. Alors, pour la fois qu'on voit ce genre de courbe, on se dit que finalement, plus 5 degrés, ça le fait hein, entre le jour et la nuit. Enfin, vous voyez, 5 degrés, ça ne paraît pas impressionnant. Pour un peu parler de ça, cette carte de l'Europe représente l'étendue des glaces, en particulier, lors de la dernier maximum glaciaire. C'est à peu près il y a 20 000 ans. À l'époque, la Corse et la Sardaigne ne formaient qu'une seule île, vous voyez, et le climat était proche de celui de la Sibérie, hein, apparemment. Alors, il y a eu des périodes dans l'histoire où l'Europe s'est refroidie, mais pas d'autres continents. Là, c'était une période glaciaire, c'était pour tout le monde, hein, d'accord. Il n'y avait pas que l'Europe qui était concernée. Donc, à votre avis, est-ce que la température moyenne à la surface de la Terre, à cette époque-là, par rapport à maintenant, est-ce qu'elle était plus froide de 6 degrés, 12, 18 ou 22 degrés? Alors, ça, c'est un peu plus dur comme question. Je vais vous... Qui vote pour le moins 6 degrés? Donc, on a quelques personnes. 12 degrés de moins que maintenant. De moins que maintenant. De moins que... On recommence alors. Je n'ai pas été clair, désolé. Donc, par rapport à maintenant, voilà. Maintenant, c'est 15 degrés en moyenne sur la Terre. À l'époque, est-ce que c'était 6 degrés de moins? Ouais. 12. Ouais, pareil. 18. Et 22. Là, c'est très, très uniforme. En fait, c'était 6 degrés seulement. Donc 6 degrés, c'est voilà, avec 6 degrés seulement de moins, on arrive à congeler le nord de l'Europe et les Anglais. Et voilà. Donc c'est pour vous dire, c'est pas très intuitif ces 6 degrés. Quand on dit en réchauffement planétaire de 5 degrés, c'est embêtant. On se dit, ben non, c'est pas embêtant. Ce matin, cette nuit, j'ai eu froid et trop froid. Ben non, c'est quand même, on parle de choses assez... Donc c'est assez trompeur. Donc voilà, c'est pratique pour les scientifiques parce que c'est une moyenne... planétaire, tout le monde voit de quoi on parle, c'est bien défini, mais c'est pas très intuitif. Ben, en moyenne, il y a des effets de... Je sais pas vraiment. Je sais pas. C'est pas intuitif. Alors déjà, quand on parle de 6 degrés sur la planète, en général sur les terres, c'est le double.
Donc 12 degrés. Après, c'est pas intuitif que, moi je trouve pas intuitif que la température moyenne sur la planète soit de 15 degrés. Donc j'ai mal à vous répondre, pour être honnête. Donc voilà, quelques degrés, est-ce que c'est grave? Ben ouais, c'est quand même beaucoup plus fort qu'à l'intuition. Alors je suis allé chercher dans quelques documents, dont des rapports officiels, du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, un rapport sur l'analyse des effets du changement climatique en Corse. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle de la Corse, quelques degrés en plus, ou en tout cas ce qu'on a déjà connu comme réchauffement, donc 1 degré à Ajaccio, 1,1 degré. Donc depuis 2004, il y a des incendies plus fréquents en Corse. Ils ne sont pas plus étendus en surface parce que les pompiers réagissent efficacement. Mais voilà, y compris en hiver. Donc vous avez de plus en plus depuis 2004 d'incendies et ça va continuer. Vous avez des grands spécialistes d'incendies à Ajaccio, des chercheurs, donc ils proposent sûrement des conférences régulièrement. Sur la réserve d'à côté de Scandola, il y a actuellement 70% des coraux qui sont morts à cause des effets du réchauffement climatique, d'une forme ou d'une autre. Ça, c'est des chercheurs qui m'ont envoyé ça, qui font des relevés dans une grotte de Scandola. Les coraux rouges, là, qui sont une espèce endémique de Méditerranée, tous qui sont rouges sont morts, tous qui sont blancs sont vivants. Donc ils font des relevés régulièrement, voilà. Alors ça, c'est pour les coraux. À la surface, il y a aussi les mêmes disparitions de biodiversité, de végétation. Les moustiques, alors là, j'ai pris dans ce rapport-là, je n'avais aucune idée de ça. Il y a 5 moustiques qui sont vecteurs de maladies humaines. Et voilà, qui commencent. Alors le tigre, c'est celui-là qui est en photo, il a déjà bien envahi une bonne partie de la France, y compris métropolitaine, mais il y en a d'autres qui arrivent, qui sont porteurs de dengue. Apparemment, il y a déjà eu une transmission, la première transmission en Corse l'an passé, mais chikungunya, Zika, tous ces trucs-là. Alors il n'y a pas de certitude sur l'évolution des pluies. On ne sait pas si ça va augmenter, descendre. Les modèles ont des marges d'incertitude qui sont telles qu'on ne peut pas conclure. On sait par contre que les sols risquent de se dessécher par le seul fait de la température. Voilà, donc une photo de Corse Matin. Les pertes de fourrage depuis 2013, apparemment, il y a des pertes de fourrage d'après ce rapport-là. Ça, c'est une photo pour la production d'olives, c'est à peu près pareil, il paraît. Et puis il y a les événements extrêmes qui sont de plus en plus... Là, c'est pratique, en fait, un exposé sur ça, c'est parce qu'on prend le journal et puis on trouve toujours un exemple. Là, j'ai commencé à préparer cet exposé en juin. Apparemment, en Corse, en juin, la température maximum jamais enregistrée en Corse a été battue. Donc avant qu'Ajaccio avait le record, maintenant vous avez été battu de 0,1 degré par une autre commune que je ne connais pas. Et je vais juste sur l'aspect événements extrêmes. J'ai pris l'exemple d'Ajaccio parce qu'il était documenté dans un rapport. Et donc si on regarde, si on arrive à maintenir le réchauffement planétaire moyen à plus de degrés, donc là, à nouveau sur la planète, et il y a 2 scénarios. Est-ce qu'on arrive si on maintient à 2 degrés et si on n'agit pas beaucoup, on reste sur les politiques actuellement mises en place. Donc qui ne nous mènent pas à 2 degrés, mais qui nous amènent un peu plus haut quand même. L'évolution des vagues de chaleur et des nuits tropicales. Alors une nuit tropicale, c'est une nuit pendant laquelle la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. Alors là, les personnes âgées, j'en ai vu 1 ou 2 dans la salle, et les personnes en mauvais état physique sont négativement impactés par ces nuits tropicales. C'est pour ça que les météorologues les comptent. Si on reste à 2 degrés, vous voyez, par an, chaque année, en moyenne, les vagues de chaleur dureront 1 journée de plus. Bon, en 2100, mais en fait, c'est surtout pour 2 degrés de plus. Et les nuits tropicales, on en aura chaque année 18 journées en plus. Par contre, si on continue à faire ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, les vagues de chaleur, chaque année, on en aura quasiment 1 mois de plus et 2 mois et demi de plus de nuits tropicales. Voilà, bon, pour vous dire, voilà, Mais en fait, en Corse, vous êtes bien lotis. Donc, si vous regardez l'habitabilité de la planète à plus 4 degrés dans le pire des scénarios, donc si on ne fait rien, les Anglais ont une expression, c'est le business as usual, c'est-à-dire qu'on fait du business comme d'habitude. À ce moment-là, on appelle ça en français des fois le scénario du laisser-faire. Une étude scientifique a essayé de regarder
définir un seuil de létalité en se basant sur les vagues de chaleur qui ont conduit à la mortalité humaine. Et essayer de prédire, voilà, en 2100, avec une planète à plus 4 degrés de température moyenne, quelles sont les planètes qui vont dépasser un seuil où l'être humain ne peut pas survivre dehors. Et donc, ils arrivent à définir, c'est assez effrayant. Voilà, par exemple, au Gabon, en moyenne, il y aura plus de 300 jours par an où on ne peut pas tenir dehors. Voilà, donc on a vraiment une planète inhabitable. Et ce qui est intéressant, c'est que les pays qui ont le plus émis de CO2, ils y échappent. Donc c'est ce qu'on appelle l'injustice climatique. Alors des bonnes nouvelles maintenant. Je vais essayer plomber le truc pour que vous écoutiez un petit peu. Les bonnes nouvelles, donc quelques degrés en plus c'est grave, oui, mais il y en a deux de bonnes nouvelles. La première, c'est que tout est possible encore, hein. On est sur une courbe où on est en 2020 ici, avec les rayures climatiques, vous voyez, ça a déjà évolué d'1 degré. Mais bon, si on s'y met, on reste à 1,5, 2 degrés, et ça reste gérable. Si on fait rien, c'est pas terrible, mais il y a toute une plage, et la hausse des températures futures en fait, va dépendre des émissions futures. Donc ça, d'où le destin notre destin est entre nos mains. Donc première bonne nouvelle, et puis en plus, deuxième honneur, on sait quoi faire. On sait que ça serait quand même bien de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Ça, c'est les accords de Paris qui ont fixé ce seuil avec 200, vous voyez, 200 représentants, à peu près 200 représentants de pays qui ont signé, un peu moins. Et si on pouvait rester à 1,5 degré de réchauffement planétaire, ça serait mieux. Surtout pour les îles là, qui sont à fleur d'eau, vous savez, dans l'océan Indien. Voilà. Et alors, ces objectifs des accords de Paris ont été déclinés pour la France à travers différentes lois, comme la stratégie nationale bas carbone et d'autres, et aussi avec des décisions au niveau européen, comme le pacte pour l'énergie, pacte vert pour l'Europe, des choses comme ça. En gros, l'objectif pour que l'Europe et la France se placent sur cette trajectoire, en gros, d'ici 2030, donc dans 7 ans, il faudrait avoir réduit d'un facteur 2 toutes nos émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le chiffre, les quelques chiffres à garder en tête pour cet exposé, quelques chiffres à retenir par cœur, c'est peut-être ce 2 degrés qui est important. Celui-là, il est un peu foutu déjà. Le facteur 2 pour 2030. Vous verrez, c'est assez stimulant et agréable d'avoir ça en tête parce qu'on a un objectif et on peut s'y tenir et ce n'est pas si difficile que ça. Et l'objectif pour 2050, ça serait de réduire l'émission par habitant à 2 tonnes. 2 tonnes de CO2 par habitant et par an. 2 tonnes, c'est ce qu'il faut. Par exemple, si on remplit cette salle à peu près de dioxyde de carbone, ça pèse 2 tonnes. Donc on aurait droit par an à remplir cette salle de dioxyde de carbone, chacun d'entre nous, en 2050. Et si on fait ça, les puits naturels de carbone et même les puits éventuellement artificiels qu'on pourrait avoir à cette époque-là seront capables de réabsorber ça. Et donc la planète n'évoluera plus en température. Donc objectif 2 tonnes par an, voilà. Et actuellement on est plutôt à 10 tonnes. Donc d'ici 2050, donc on attend de voir venir, mais il faut réduire d'un facteur 5. Mais bon, autant garder celui-là en tête parce que d'ici là, les choses pourraient bouger. Voilà, donc c'est la première phase qui vient de se terminer de mon exposé. Si vous avez des petites questions, on peut passer, on peut prendre quelques minutes et je peux passer à la suite, sinon. Ouais, j'ai pas parlé de plein de choses. J'ai pas parlé de la biodiversité qui s'effondre et qui est assez dramatique. Les montées des eaux, vous voyez, la Terre se chauffe, donc le solence se dilate. On a pris à peu près 10 cm à peu près en moyenne. Pardon? Voilà. Non, mais après, la montée, c'est difficile. Il peut y avoir des effets de points de bascule qui font qu'il y a des gros blocs de glace qui vont tomber, qui vont fondre. Ça peut monter de 10 mètres dans quelques dizaines d'années, ou une centaine d'années peut-être. Il y a l'acidification des océans qui est peut-être à plus court terme, peut-être plus inquiétante, qui fait mourir les coraux. Et donc, il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Mais bon, on est là pour agir. Hein. Oui. Le facteur industriel. Oui. Alors c'est. Non, mais c'est pas. C'est pour un certain type de gaz, je pense. Oui, c'est celle-là.
Alors, ça je pense c'est autre source de... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais autre source d'émissions de CO2 pour arriver à 75%. Donc du CO2 émis par l'industrie, mais sans brûler du fossile. Voilà, je pense que c'est ça. Mais dans cette partie-là, non, oui, voilà, dans cette partie-là, il y a l'activité industrielle et nous tous. Oui. 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 On va admettre que les Français vont diminuer, vont être de bons élèves et donc réduire cet effet de serre, c'est ça? Oui. Hein? Mais on n'est pas les seuls concernés. Bon, il y a l'Europe qui va faire des efforts, mais l'Afrique, l'Inde, la Russie, ce sont des pays qui sont très importants, notamment l'Inde et l'Afrique qui sont énormément peuplés et qui fabriquent malheureusement beaucoup de pollution et on ne peut pas intervenir à leur place. Alors, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que... J'en parlerai ça. Alors ça, c'est une question un peu politique. Si vous voulez, c'est un peu compliqué, j'en parlerai à la fin, après avoir présenté les émissions des différents pays. Parce que, en gros, les Africains émettent beaucoup moins que nous. Et rétroactivement, depuis un siècle, ils ont émis beaucoup moins que nous. Donc après, voilà. Après, mais on va en parler parce que c'est effectivement un point important, hein, mais on va en parler un peu plus tard. Mais voilà, si vous avez des questions plus techniques sur cette partie, je suis. Oui. Car la pression de vapeur saturante va un peu augmenter. Je ne sais pas. Je passe à la suite. Oui, alors je vais peut-être faire des lapsus. Parfois je parle d'empreinte carbone, parfois de bilan de gaz à effet de serre, parfois de bilan CO2, bilan d'oxyde de carbone. En gros, tout ça c'est pareil. Hein, en première approximation. Il y a des subtilités. Quand on parle de bilan carbone, il y a un copyright dessus, ça fait référence à une certaine méthodologie de comptage. Quand on parle d'inventaire, on ne compte pas les importations, les exportations, l'avion et tout ça. Il y a des petites subtilités pour certains, mais en gros, tout ça c'est pareil, en tout cas à l'échelle de mon exposé. Si je parle de... À moins que je le précise, je vais le préciser une ou deux fois. Voilà, empreinte carbone, bilan de gaz à effet de serre, bilan GES, bilan CO2, diagnostic CO2, tout ça, ça renvoie aux mêmes notions. Hein. C'est combien de gaz à effet de serre on envoie dans l'atmosphère. Voilà, ça c'était une petite parenthèse, on en voit vite. Donc pourquoi faire un bilan de gaz à effet de serre? Alors un bilan, vous avez un petit peu compris, c'est on décompte, on fait la comptabilité de ce que on envoie dans l'atmosphère. Pourquoi le faire en tant que citoyen? Personnellement, moi, c'est pour comprendre mes propres émissions et pour faire des arbitrages éclairés et efficaces. Est-ce que je dois venir en Corse? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je dois aller à Honolulu pour le week-end? Voilà, c'est faire ces arbitrages et puis c'est toujours des compromis, donc avec sa famille, avec ses obligations, etc. Donc pour faire des arbitrages de façon éclairée. C'est aussi pour comprendre ce qu'il y a derrière et s'armer, parce qu'on a beaucoup d'assauts de greenwashing. Alors, éco-blanchiment, vous voyez ce que ça veut dire? C'est des entreprises qui vont dire, regardez, nous, on a des véhicules zéro carbone, zéro émission. Ça n'existe pas, mais par contre, voilà, il y a beaucoup de ça. Donc, pour un petit peu... voilà, ne pas être trop naïf et se faire duper par ça, pour aussi combattre des idées fausses, pour pas se faire berner en tout cas par des idées fausses qui sont souvent véhiculées par les médias et parfois avec sans mauvaises intentions, et parfois avec des intentions plus douteuses aussi, de façon politique, c'est assez récupéré. Donc je trouve que c'est bien de savoir de quoi on parle. Pour les entreprises, les collectivités, les services publics, par exemple, alors c'est très personnel comme transparent, hein, je vous donne mon sentiment, ça vaut le coup de faire des bilans pour anticiper des besoins d'adaptation. Par exemple,
Si on est très fortement dépendant des énergies fossiles et que le prix augmente, ou on se rend compte qu'on est dépendant de la Russie ou d'autres, voilà, ceux qui ont anticipé cette dépendance sont aujourd'hui en meilleure position. Anticiper aussi éventuellement un durcissement de la réglementation. Un autre facteur plus positif pour faire des bilans carbone, c'est que finalement, ça crée du lien autour d'un projet collectif, à l'échelle d'une entreprise, par exemple, ou d'un collectif, et en sous-jacent à ça, il y a des valeurs assez largement partagées. Ça, c'est des statistiques, des sondages qui l'indiquent. Derrière ces valeurs, il y a préserver les conditions de vie pour les générations futures, on y est tous attachés, préserver la nature, la solidarité avec les plus impactés aussi par d'éventuelles restrictions ou quotas qui pourraient apparaître, ou de taxes carbone, etc. Et enfin, je trouve que c'est assez instructif de se rendre compte que finalement, réduire d'un facteur 2 pour 2030, pour beaucoup d'entre nous, alors pas pour les gens qui sont les moins aisés, hein, mais pour une majorité de Français, c'est assez facile et c'est assez gratifiant aussi. On se fait du bien en réduisant. Donc les grandes étapes pour faire un bilan carbone, il y en a 4. D'abord, on veut faire le bilan carbone. Donc j'ai dit bilan carbone, bilan de gaz à effet de serre, bilan CO2, etc. C'est choisir un périmètre. On peut par exemple dire, là, pendant 2 semaines, on se rencontre. On a une rencontre de scientifiques. Certaines viennent de très loin, en avion, d'autres en ferry, d'autres, etc. On va manger sur place, qu'est-ce qu'on mange? On va bouger sur place, comment on bouge? On va utiliser des ordinateurs et tout ça. En gros, quel est l'impact carbone de cette rencontre? C'est quelque chose qu'on pourrait calculer. Quelle est aussi, en ce moment, l'actualité a beaucoup parlé de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Vous avez entendu parler de ce grand tunnel là, de 50 km qui a déchaîné pas mal de passions. Les arguments des uns, c'est bien de mettre les camions sur des trains. Les arguments des autres, c'était oui, mais vous allez couler, vous allez détruire beaucoup de nature et vous allez couler beaucoup de béton. Et si on fait le bilan de tout ça, vous allez globalement, avant que ça soit tout ce qui avait été émis par la phase de construction soit compensé par le gain de mettre des camions sur les trains, ça sera la fin du siècle. Bon, voilà. Donc ça, voilà, typiquement, c'est une question qui peut se ramener, pour une partie en tout cas, à un bilan carbone. Il y a d'autres dimensions dans ce problème, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est un point qui a été discuté. Et voilà. On peut aussi calculer les émissions par exemple, dans le périmètre annuel de la Corse, ou d'une famille, ou d'un foyer, d'une entreprise. Donc, première chose, quand on fait un bilan, on choisit un périmètre. Deuxièmement, on inventorie toutes les sources directes et indirectes d'émissions au sein de ce périmètre. Par exemple, on pourrait dire, tiens, notre entreprise a consommé 50 kWh d'électricité. Voilà, c'est une quantité. Derrière, il y a des gaz à effet de serre qui ont été émis. 40 000 litres de fuel. On a fait un trajet de 350 km en ferry. On a fait 35 allers-retours Paris-Ajaccio en avion. On a acheté 2 ordinateurs, on a acheté 150 kg d'habits, voilà, 400 kg de laine de verre, on a fait 3 heures par jour, on fait du streaming vidéo, j'ai vu qu'on pose la fibre, par exemple, hop, on peut faire le bilan carbone de la fibre, si on regarde, on s'abonne à Netflix et on regarde 3 heures par jour, on peut faire le bilan de ce truc-là. Est-ce qu'une cantine qui va servir 10 000 repas avec viande et poisson, pouf, il y a un bilan carbone associé. Donc voilà, on inventorie tout ce qui peut paraître source d'émissions, a priori, hein. Et après, sur chaque poste, on va les convertir en une quantité de CO2. 50 kg d'électricité, 50 kWh, pardon, d'électricité consommée en Corse. Mais si vous multipliez par ce nombre, qui s'appelle un facteur d'émission, vous arrivez à une correspondance en termes de dioxyde de carbone émis. Donc, voilà, 30 kg en l'occurrence ici. Si vous achetez 2 ordinateurs portables et que vous les vous les utilisez pendant 8 ans, vous multipliez par ce nombre, en gros, ce facteur d'émission, et vous arrivez à un impact carbone équivalent. Donc voilà, avec ces facteurs d'émission, ils existent en masse de CO2 par différentes unités, par kilogramme de laine de verre, par euro d'habit, on peut les trouver.
Et une fois qu'on a fait cette espèce de comptabilité de tous les postes, ça nous permet d'identifier ce qui est les leviers de réduction efficaces, et ceux sur lesquels ça ne vaut pas le coup de chercher à travailler. Et d'élaborer, c'est le plus important, un plan d'action pour voir comment décarboner le périmètre en fonction du temps. Et pas loin de chez vous, alors on m'a dit qu'il fallait se prononcer ça, à Pieta. Bon, bref. En tout cas, apparemment, c'est la première commune de Corse à avoir réalisé son bilan carbone. J'ai découvert ça un peu par hasard. Enfin, par hasard. Ouais. Ouais, ils étaient pas mal en avance. Ouais, enfin, ils me l'ont envoyé. Je les ai contactés. Et du coup, alors, le périmètre, c'était les services municipaux et les bâtiments publics. Pourquoi ce périmètre? C'est parce que les gens qui ont initié ce bilan carbone, c'est des choses sur lesquelles ils avaient un contrôle direct. Donc, en général, on fait un périmètre sur quoi on peut influer. Ils ont choisi de le faire pour toute l'année 2013. La méthodologie, donc la technique vraiment qu'ils ont mis en place, s'appelle la méthodologie bilan carbone. Alors là, c'est vraiment, j'utilise ce mot avec sa signification première. Et bon, parmi les grands postes qu'ils ont inventoriés, il y a combien d'énergie a été consommée par les bâtiments pour le gaz, l'électricité, l'éclairage public, le fret, qui sont responsables de la cantine, donc livraison de la cantine, livraison d'aliments, j'imagine. Le déplacement des employés qui sont dans leur périmètre, les visiteurs, les élus, les enseignants, les élèves, les achats, je sais pas, la cartouche d'imprimante par exemple, et les immobilisations, donc ceux qui s'amortit sur plusieurs années. Quand on construit un bâtiment, on sait qu'il va durer 30 ans avant la première rénovation lourde. Donc, c'est des choses qu'on va amortir sur une certaine durée. Donc, voilà, et les amortissements. Et au final, donc, ils ont produit, alors, avec l'aide de la communauté de communes, c'est ça, vous appelez ça comme ça, du pays ajaxien, c'est ça, communauté d'agglomération, pour l'aide technique, pour faire le chose. Ils ont produit ce camembert dans lequel on identifie les grands postes et on voit qu'il y a, en gros, il y a 4 gros postes, un peu négligeables, et qui sont l'énergie consommée par les bâtiments. Ici, c'est ça. L'éclairage public. Ouais. L'éclairage public, c'est étonnant parce qu'on dirait que c'est que de la lumière, mais voilà. Et les déplacements. Et les déplacements, c'est les déplacements en fait de tout ce personnel, je suppose, hein, parce que c'est les déplacements en voiture pour aller se rendre sur le lieu de travail. C'est les achats, je pense. J'ai traduit ça par achat ici, je pense que ce n'est pas des intrants agricoles, donc je pense que c'est les achats, mais je ne sais pas. Et le fret, en général, c'est assez faible, et là chez eux aussi. Et du coup, ça leur a permis de faire un plan d'action. Ils ont défini 3 axes. Chacun des axes a été décliné en des sous-axes. Communication auprès des administrés sur le bilan carbone et son plan d'action. Voilà. Deuxième axe, optimiser la performance énergétique du patrimoine, réduire les consommations, adapter le territoire au changement climatique et développer des puits de carbone végétaux. Donc ça, c'est les 3 axes. Ils ont fait des fiches. Chaque fiche précise si ça coûte cher, si c'est efficace, qui est responsable, l'objectif, voilà. Et donc du coup, la municipalité est en mesure d'anticiper sur plusieurs années un plan de réduction. Par exemple, on parle de l'électricité, qui est assez grande, programme de rénovation de l'éclairage public. Alors je l'ai caché malheureusement, mais vous vous demandez pourquoi c'est si grand. Donc ça m'a un peu étonné, donc je suis un petit peu creusé. Mais c'est une petite... Ah, je sais pas. J'ai pas... oui, c'est un barrage qui est près d'ici, je crois. Enfin, c'est un des plus proches que j'ai trouvé sur la carte, non? Tola, oui. En tout cas, c'est un des plus proches, je crois, de barrages hydroélectriques. Oui, en fait, en Corse, vous avez beaucoup d'énergie renouvelable. Hein. J'ai les chiffres de 2017, par exemple, 26% de production de renouvelables. C'est plus qu'en France métropolitaine, en moyenne, en France. Le principal étant l'hydroélectricité, vous êtes bien loti, photovoltaïque, éolien et un tout petit peu de biogaz. Alors, ici, je vais vous lancer en direct, actuellement, en temps réel, l'électricité en Corse. En gros, d'où elle vient? Et vous allez voir, alors je ne sais pas si ça va... Ah si, je l'avais mis dans un bookmark. Vous voyez l'écran? Ouais.
Donc ça, c'est du temps réel. Je vais juste rafraîchir au cas où la fenêtre. Bon. J'aurais pas dû. Je veux pas. Voilà, ça arrive. Je vais un peu dépasser ça. Donc vous voyez, comme chaque fois que je me suis connecté depuis juin, en fait, vous êtes parmi les pires en Europe. Il y a la Pologne, heureusement, qui brûle beaucoup de charbon. Non, mais plus sérieusement, les couleurs représentent l'intensité carbone de l'électricité. À quel point, quand on consomme 1 kWh d'électricité en Corse, à quel point ça émet du dioxyde de carbone. Donc, plus c'est sombre, comme du charbon, plus c'est mauvais, et plus c'est vert, plus sur le critère d'émission de CO2 dans l'atmosphère, c'est bien. Vous êtes ici, je crois. Non, mais il y a Chypre aussi qui est pire. Non, mais voilà. Après, on peut regarder dans la journée quand il y avait plus de soleil. Si vous voulez, on peut revenir en arrière. Ça, je n'ai pas regardé. Je prends un risque. Quand les panneaux photovoltaïques fonctionnaient. Il a fait beau aujourd'hui. Ah ben oui, alors je vais revenir à... Allez, à 13 h. Voilà, à 13 h aujourd'hui. Voilà, la Pologne les panneaux photovoltaïques en Pologne fonctionnaient mieux. Non, mais plus sérieusement, voilà. Là, on voyait en pleine journée, vous aviez un petit peu d'éolien qui fonctionnait aujourd'hui. Pas beaucoup de solaire, c'est étonnant. Beaucoup de gaz, c'est la Corse? Ah oui, c'est la Corse. Une partie qui venait d'Italie, vous avez des câbles sous-marins qui relient la Sardaigne et l'Italie. Donc vous avez le mix énergétique italien qui intervient un petit peu dans votre bilan. Et voilà. Et je suis étonné que le fuel, il y a un point d'interrogation sur le fuel. En fait, en général, c'est ce qui est le plus grand. Enfin, quand j'ai regardé ce dernier mois régulièrement, en fait, vous savez, vous avez la centrale du Vasio, je crois, c'est ça, à Ajaccio, qui est au fuel lourd de bateau. Là, ça... Et puis, c'est pas la seule. Donc, en fait... Oui. Ouais. Ouais. Oui, alors là, il n'y a pas le fuel. Il y a un point d'interrogation sur le fuel. Ça, c'est le inconnu qui est en dessous. Non? Ah oui, vous avez raison. Vous avez raison. Oui, pardon, c'est moi qui ne suis pas aligné. Effectivement. Mais là, ça a l'air d'être... oui. À ce moment-là, ça a l'air d'être... oui. Oui. Ouais. Ouais. Oui. Bon, rouge, bon, oui, 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 mais bon, ouais, bien orangé, oui. Oui, tout à fait. Là, vous êtes à 500 grammes, là, ils mettent à peu près 500 grammes, hein, 500 grammes de CO2 par kilowattheure. Ouais, vous êtes ici, quoi. Hein, bon, ouais. Eh oui, mais le fuel, c'est pas terrible. Hein. Le fuel, c'est pas terrible, ouais, mais on peut cliquer. Alors, ce site est en accès libre, hein. Et puis, on peut comparer, hein, si on peut regarder je sais pas moi, les Allemands, ils font beaucoup de charbon, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils étaient meilleurs à 13 h aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient du solaire. Et ils n'ont pas brûlé beaucoup de charbon, ouais. Et ils sont à 75% renouvelables. Ouais, le fuel, c'est vraiment... Surtout le fuel lourd que vous avez au Vasio. Je crois qu'ils veulent d'ailleurs passer à d'autres... la prochaine centrale là qui est en projet, oui. Oui. Ah non, c'est les deux. Je pense que les deux réponses sont bonnes. Ah oui, parce que il y a tout un marché d'électricité. Les flèches, d'ailleurs, c'est les échanges entre pays. Il y a tout un marché de l'électricité, vous savez, en Europe, qui est très encadré. Oui, je pense, oui. Oui, 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 je pense. Après, je pense.
Oui, à tous les coups, c'est le nucléaire. Hein. À tous les coups, c'est le nucléaire. Voilà, oui. On n'a pas beaucoup de renouvelables. On a, par rapport à vous, et on est bien moins lotis en renouvelables, mais voilà. Enfin. Bon, ce site, ça s'appelle Electricity Maps. Hein, oui, on peut même regarder tout le monde entier. Ça fait du bien. Voilà, ça remonte le moral. Hein. Je vois que je suis un peu trop lent. Hein. Je vais un peu accélérer si... Alors, du coup, d'où ça sort le facteur d'émission d'électricité en Corse? En gros, pour produire 1 kW d'électricité, en moyenne, en une année que je n'ai pas pu identifier, j'ai pris ces données sur un rapport ici de l'ADEME de 2021, qui compte la Corse dans l'outre-mer, voilà, et des rapports d'une agence corse et d'un article scientifique. En gros, quand on produit 1 kWh d'électricité en Corse, on émet 500 grammes de CO2, une quantité, quelques milligrammes de méthane, d'oxyde nitreux 20 mg, SF6, donc 0,2 mg, pas grand-chose. Et ça, c'est émission indirecte. Mais comme je vous l'ai dit, ces gaz ont un pouvoir radiatif, un pouvoir de réchauffement quand ils sont dans l'atmosphère beaucoup plus grand. Le SF6, par exemple, 26 000 fois plus grand que celui du CO2. Alors, il y a des gaz qui sont comme l'oxyde nitreux, il a un temps de résidence un peu plus d'une centaine d'années, le méthane un peu plus d'une dizaine d'années. Donc, pour pouvoir comparer des gaz qui ont des pouvoirs de réchauffement différents, mais qui ont aussi des temps de vie différents, il y a une convention qui a été dire on regarde ça à l'échelle de 100 ans. Donc, c'est un pouvoir de réchauffement global à l'échelle de 100 ans. Donc, il y a une convention qui permet de dire que tous ces gaz différents, on va les transformer en ce qu'on appelle un dioxyde de carbone équivalent, CO2 équivalent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on multiplie ces chiffres par différents facteurs pour avoir un équivalent CO2. Bon, voilà. Donc, c'est ce qui est un petit peu derrière ces facteurs d'émission. Et cet équivalent CO2 pour la Corse, il est 10 fois plus élevé que la moyenne nationale. Tiens, j'ai vu que vous étiez les champions de la voiture électrique, là, un article de mai. En Corse, oui. Alors, du coup, je me suis dit, ça va faire un quiz. La voiture électrique, donc, est-ce qu'elle est par rapport à une voiture thermique? Voiture thermique, c'est essence ou diesel. Hein. Alors, essence et diesel, ça n'émet pas autant, mais si on prend le rapport du parc automobile français, est-ce qu'une voiture électrique va émettre 10 fois moins, 2 fois moins, autant ou plus qu'une voiture thermique? Et je vais vous donner un indice. Donc, un seul indice, je vous donne. Donc, si vous allez sur la Sourcica, ils vendent la voiture électrique comme des automobiles propres. Bon, donc du coup, là, vous avez une idée. Alors, qui dit A, 10 fois moindre la voiture électrique? 2 fois moindre. Semblable. Et supérieur. Ah, un message a commencé à passer. Et la fabrication. Mais pas le recyclage parce qu'on ne sait pas faire encore. Bon, c'était bien en Corse, hein, c'était ça le piège. En fait, en Corse, si on regarde, ça c'est la moyenne nationale. En construire un véhicule électrique, ça, vous voyez, ça émet beaucoup, beaucoup plus que construire un véhicule thermique. Hein. Par contre, le fonctionnement, donc les couleurs, c'est la construction et l'usage. Le fonctionnement, il n'y a pas le recyclage. Là, dans le périmètre, l'ADEME n'a pas mis ça, le recyclage. Dans le fonctionnement, bon, alors c'est pas contrairement à ce qu'on voit sur les voitures zéro émission, hein, mais voilà, il y a peu d'émissions. Il faut quand même changer les pneus et tout ça, donc il y a quand même mais voilà. Voiture thermique. Et maintenant, si on essaie de corriger ces données avec le mix énergétique Corse, vous émettez 10 fois plus. Sur l'usage, j'ai juste pris cette barre. J'ai multiplié cette barre par 10. Et donc, après correction,
voilà, la voiture électrique en Corse, elle émet beaucoup plus que la voiture. Et puis même si on ne compte pas la fabrication, d'ailleurs, c'est à peu près autant. Donc, voilà. Oui. Alors, en fait, si l'usage, en fait, ici, de la voiture électrique, c'est basé sur la consommation électrique. Hein, essentiellement. Il doit y avoir d'autres choses derrière. Hein. Il doit y avoir l'usure, les composants d'usure qu'il faut remplacer. S'il faut acheter je sais pas, un nouvel embrayage et tout, il faut le fabriquer. Donc il y a des choses derrière. Il y a les pneus qui s'usent, les plaquettes de frein qui s'usent. Je ne connais pas beaucoup en voiture électrique, mais bon, il y a des pièces d'usure. J'ai fait un truc à la louche. J'ai dit, bon, si ça, c'est proportionnel à l'électricité, en France, qui n'est pas à 100% nucléaire, hein, j'ai supposé que ça, c'était que l'électricité. Et comme l'électricité en France, en Corse, émet 10 fois plus que l'électricité, voilà, j'ai corrigé, chez FI, donc en tout, ça fait 10 fois plus. Donc j'ai rajouté voilà, c'est tout. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'on, voilà, toutes ces publicités sur les véhicules propres en Corse, ça fait un peu sourire. Voilà. Donc là, pour votre culture, j'ai corrigé d'autres trucs, le vélo électrique, bon, c'est dérisoire, ça reste un vélo. Le train en Corse, c'est pas moi qui l'ai corrigé. Je me suis calé sur des données parce que là, le train Corse, il est connu, donc l'ADEME a déjà mesuré son bilan. Donc, mais voilà, le train Corse, il est là, un peu mieux que la voiture thermique. Alors l'avion, il y a un facteur d'incertitude un peu grand. Là, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, donc j'ai pris les chiffres de l'ADEME. Alors, le facteur polémique, c'est en fait un avion, on sait très bien combien de kérosène il brûle, mais après, il va relâcher dans l'air des traînées de vapeur d'eau qui ont un effet à court, qui dure que quelques heures, peut-être pas longtemps, mais qui ont un effet énorme. Et donc, calculer l'impact de ces traînées, non, malheureusement, non, pas dans le bon sens. Et du coup, il y a des polémiques. Est-ce que ça double le kérosène? Est-ce que ça triple le kérosène? Donc, dans le doute, ils ont dit on ne le prend pas en compte, certains. Mais voilà, l'ADEME recommande un certain facteur, à peu près de l'ordre de 2, je ne sais pas exactement. Il y a les sources. Ah si, on tient compte, si, parce qu'elle est dérisoire, mais je pense qu'elle est là. Et c'est comme le train, c'est assez faible, voilà. Mais l'avion, c'est bien utilisé, non, la construction. Oui, ça c'est par kilomètre. Tout ça, c'est par kilomètre parcouru, hein, pardon. En fait, c'est les facteurs d'émission. Si vous faites c'est par kilomètre parcouru, oui. Ferry, c'est la suite. Alors, il n'y a pas de TGV, ouais, j'ai mis en France continentale parce que voilà, pour vous montrer que le TGV, si vous voulez aller à Paris, si vous prenez l'avion pour Marseille et vous y faites un TGV, ça n'a rien à voir avec si vous prenez l'avion pour Paris. Voilà, c'est juste pour vous dire, le TGV c'est dérisoire. En fait, les trains électriques c'est dérisoire sur le continent. Enfin. Et le ferry c'est compliqué, mais c'est le prochain point que je vais parcourir, ce qui va demander le plus de travail. C'est par passager, ça. C'est par passager. Et là, par contre, la question se pose sur les voitures. Là, c'est pour passagers uniques, ces voitures. Exactement. Dans les méthodologies de calcul de l'ADEME, c'est ça. Mais là, j'ai fait passager unique. Non, oui, mais non, et les gares et du train, ça compte pas trop. Ça compte pas trop. Donc l'avion, juste pour se comparer, parce que ces chiffres dans l'absolu, ils ne veulent pas toujours dire grand-chose. On est à 222 kilos. Je me rappelle juste parce que c'est 222, mais voilà, pour l'aller-retour Ajaccio-Marseille. Mais pour vous dire, on peut faire avec la même quantité de CO2 émis, c'est autant d'émissions en tout cas que 100 000 km en TGV, que 1000 km en voiture, conducteur seul encore. 4000 heures de visioconférence et seulement 30 repas avec du bœuf. Ouais, parce que le bœuf, c'est le méthane. Et le méthane, alors j'ai mis bœuf, ça peut être du veau, hein, mais voilà, ou du mouton. Le pire, c'est l'agneau, il paraît. Mais voilà. Donc, vous voyez, c'est pas. Quand on passe en végétarien, on réduit déjà de plus d'un facteur 10 son impact de ces repas.
Et voilà, un ordinateur portable, c'est dur à comparer avec un ordinateur portable parce qu'on ne choisit pas, mais voilà. Et une autre façon de regarder ce chiffre, les émissions d'un aller-retour, CO2 d'un aller-retour Ajaccio-Marseille, on peut comparer en 2050, alors c'est loin 2050, hein, je ne sais pas si c'est très intéressant comme comparaison, mais en 2050, il faudrait qu'on émette chacun de nous, en moyenne, 2 tonnes de CO2 par an. Donc avec un voyage en avion qui fait 220 tonnes, on a déjà brûlé 10% de notre budget annuel. Voilà. Donc ça reste possible, mais ça deviendra... Bon. Voilà, l'avion ou le ferry, la question qui m'a surpris, la réponse m'a surprise et qui a fait que je vous ai proposé cet exposé. Voilà, avion ou ferry. Donc quelle liaison Ajaccio-Marseille a le meilleur... C'est dur à comprendre. Bon, vous êtes seul, vous allez à Marseille, un aller-retour. Est-ce qu'il vaut mieux prendre l'avion en classe éco ou le ferry? Alors, qui dit A? Ouais, à peu près. Et qui dit B? Le ferry? 50-50 à peu près. Hein. Ouais. Mais en fait, ça dépend. Ça dépend, et ça dépend beaucoup en fait. Si on prend un vol en classe économique et on compare au ferry, voilà, ça dépend en fait du poids que vous avez. Quand vous avez une cabine, il faut trimballer la cabine. Hein, et ça a un certain poids. Et voilà. Juste pour vous dire quand même avant, d'où sont ces chiffres, il y a très peu de chiffres officiels sur les ferries. Alors il y a l'Europe qui produit des chiffres, il y a l'ADEME qui produit des chiffres, mais il dit qu'ils ne marchent plus, donc il ne faut pas les prendre en compte, ils sont obsolètes. Le travail le plus sérieux que j'ai trouvé, et c'est d'où je tire ces chiffres, voilà, il est là, il est documenté dans ces liens ici, et la présentation sera accessible dans un mois ou deux. Si le site... Ah, si j'ai lancé l'enregistrement. Oui, ça enregistre. Alors, ouais, c'est un peu facile à comprendre. Alors, ces 3 possibilités consomment à peu près autant. Voilà. Donc, si vous allez à Marseille en avion aller-retour depuis Ajaccio, vous prenez le ferry, mais un ferry rapide pour commencer. Je ne sais pas si ça existe, mais on va dire un ferry de 6 heures. Voilà. Ah oui, bon, voilà, ben, Toulon. Et vous prenez un siège, vous n'avez pas de cabine, je ne sais pas s'il y a des cabines sur ces trucs-là, mais voilà, vous prenez un siège, ça c'est pareil. Ou alors vous prenez un ferry qui est lent. Le ferry qui est lent, il va moins se frotter sur l'eau. Donc voilà, c'est le truc de nuit. Et vous prenez une cabine pour le confort, et vous êtes seul dans votre cabine. Voilà, ces 3 possibilités, ça émet à peu près autant. Par contre, voilà, si ça c'est votre référence, prenons ça comme référence. À partir de là, on peut changer les options du ferry pour diminuer de 80%, 60 ou 60% les émissions, ou alors les doubler, ou alors les augmenter un petit peu. Ah, oui ? Oui. Je vais montrer un truc comme ça. J'ai un transparent sur ça vers la fin, je pense que j'aurai le temps d'y arriver. Voilà, vous avez la solution. Donc en fait, par rapport à celui-là, par exemple, 6 heures en siège, si vous dites, allez, 12 heures sur un siège, c'est très efficace. Voilà, c'est pour le CO2, pas pour le sommeil, mais voilà. Après, si vous dites, allez, je vais prendre un long, mais je vais prendre une cabine, mais partager avec 3 autres personnes, ben là, voilà, ça permet de réduire 60%. Et si vous voulez empirer votre bilan pour précipiter l'effondrement, vous pouvez en fait prendre la base et puis vous allez au restaurant. Ça suffit. Voilà, en fait, le restaurant, c'est radical parce que faut trimballer, ça prend beaucoup de place où on pourrait mettre des sièges. Faut trimballer des choses lourdes. Ça consomme de l'électricité parce qu'il faut chauffer les frites et tout, qui est produit avec du mazout, etc. Donc en fait, l'impact des services sur les avions, encore une fois, d'après ce site qui est le plus sérieux que j'ai vu, il y a toutes des feuilles de calcul et tout dans ces liens, voilà, l'impact de la ration est assez significatif. Oui.
Mais c'est comme, tu aurais pu dire pareil sur le vol économique, l'avion est là, autant que tu ailles en business si tu peux. Oui, mais c'est des calculs c'est des calculs un petit peu comme on fait une optimisation économique. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un service, on regarde s'il y a un service. En fait, c'est un problème d'affectation, dans un ferry. C'est difficile de calculer le ferry parce qu'il faut dire, on a un ferry, on a besoin de ferry en Corse pour transporter du fret. Donc quand il y a un ferry qui circule, il transporte du fret et des camions. Donc ça, il en a besoin. Comment on retire de la consommation du ferry ce fret. Donc voilà. Et ces calculs, ils se font en disant si on enlève tout. C'est comme les sièges, quand on dit qu'on voyage en première, ça coûte plus cher qu'en seconde, parce que le fauteuil est plus lourd. Mais en plus, on enlève le fauteuil, on peut mettre 2 sièges de seconde, et finalement, on peut faire voyager pour autant d'émissions CO2, 2 personnes. Et donc, du coup, voilà. Donc, la personne qui est en première, on va la compter double. Ouais. Est-ce que ça serait possible d'amener à la section concernant les autres pays? Oui. Ah oui. Oui, bon. Alors, l'habillement, je vous le passe. L'alimentation, si c'est important. Moi, la première fois que j'ai fait mon bilan carbone, c'est ça qui m'a le plus marqué. C'est à quel point, et c'est ce qui m'a fait changer du jour au lendemain, je suis devenu végétalien, c'est à quel point un repas avec du bœuf émet beaucoup, beaucoup plus qu'un repas avec du poisson blanc, du poulet, du poisson gras, et qu'un repas végétarien et végétalien. Bon. Je ne connais pas trop, mais vous voyez, entre un repas avec du bœuf et un repas végétarien, d'après le site de l'ADEME encore, il y a une différence énorme. Et alors, je vais vous dire comment le repas compte par rapport à ce qu'on peut s'autoriser en 2030 en moyenne par Français, si on réduit bien d'un facteur 2, si on respecte les accords de Paris. Donc combien ça compte dans notre budget journalier? En fait, ça fait la moitié. Ça veut dire que si quelqu'un mange 2 repas avec du bœuf en 2030 par jour, ben, il a droit à plus rien. Donc ça veut dire que quelque part, les repas avec du bœuf, mais bœuf, ça aurait pu être de l'agneau, du veau, un peu les ruminants, c'est amené, si on respecte les accords de Paris et tout ça, à être un repas considéré comme un truc de luxe. Voilà, un truc de plaisir, un truc de voilà. Pas parce que c'est cher, mais parce que voilà, c'est voilà. Et ça, c'est juste parce que c'est des ruminants. Hein. C'est pas. Alors, je parle trop. Il est déjà, je tiens depuis plus d'1 heure. Ah oui, voilà. Autre pays, ordinateur portable. Ça, c'est pour vous dire, si vous un jour vous voulez faire votre bilan et vous dire, tiens, je me suis acheté un truc, comment je fais pour calculer son impact carbone? Soit il y a le fournisseur certains fournisseurs, comme les ordinateurs Dell, par exemple, fournissent un bilan carbone par objet qu'ils vendent. Il y a aussi des bases de données. Alors, il y a aussi celles qui sont un peu grand public ici, qui font des jolis dessins, c'est pour ça que je les ai utilisés souvent. Mais il y a une base aussi de l'ADEME qui s'appelle la base empreinte. Il faut faire un compte, c'est gratuit, ils n'embêtent pas, il n'y a pas de spam et tout, et qui donne des informations beaucoup plus techniques et fouillées. Puis après, si vous voulez calculer un truc et vous ne trouvez pas votre objet dans ces trucs-là, si vous n'avez pas trouvé un ordinateur portable, vous cherchez une tablette où il y a des ratios monétaires, c'est-à-dire pour convertir des euros en CO2, si c'est de l'électronique grand public, il y a des façons, c'est moins bien que le reste. Voilà, comparaison internationale. Laurette, c'est bon? T'es avec nous? T'es rêvé? Oui? Oui. Pardon? Si c'est. Ah non, ça c'est dans 2 tonnes, c'est en 2050. On aura à 5 tonnes. 5 tonnes en 2030. On a droit, hein, c'est si on veut respecter les accords de Paris. Hein. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut faire. Alors, voilà. C'est à nous. J'ai quelques slides, mais ça permet un petit peu de relativiser parce qu'il y a quelques pièges quand on regarde ces données. Là encore, je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est bon. Hein. USA, Russia, Japon, ça va aller. Une précision méthodologique, ils ont leur propre méthode. L'ONU a donné une méthodologie pour calculer ce qu'ils appellent les inventaires nationaux. Alors, ce n'est pas des empreintes nationales. On ne prend pas en compte tous les produits qu'on importe, entre autres. Alors c'est un peu fâcheux, vous voyez, parce que quand on importe de la Chine,
Quand on délocalise une industrie, en fait, hop, elle sort de notre bilan carbone. On peut consommer une voiture fabriquée en Chine. Bon, ce n'est pas trop le cas pour les voitures, mais on peut, un électronique fabriqué en Chine, c'est la Chine qui... Voilà. Mais donc, c'est une méthodologie qui facilite les calculs et qui évite des doubles comptages et tout ça, qui a été décidé à Kyoto, je crois. Donc, cette méthodologie est un peu spéciale. Donc, ça ne compte pas les importations. Par contre, ça compte les exportations. Si on fabrique un Rafale, par exemple, ça va compter notre bilan carbone, même si on va le vendre à un tyran à droite ou à gauche. C'est dans le nôtre. Exclusion. Voilà. Et les vols internationaux ne sont pas comptés. Ça, je pense que c'est... Non, je ne vais pas dire de bêtises, je suis enregistré. Mais... Pardon? Oui. USA. Ça, c'est les États-Unis. Et ça, c'est des bilans par personne. Et c'est les émissions annuelles. Hein, c'est les émissions en fonction du temps annuel. D'accord? 2060, 2021. Les États-Unis par personne, voilà. C'est les... Alors, on pourrait ajouter l'Arabie Saoudite, et qui sont à peu près, peut-être un peu pire, mais voilà. Les États-Unis sont là. L'Europe est là, il n'y a pas la France, mais la France est un peu pire que l'Europe. Hein. On a beau avoir du nucléaire, on est quand même parmi la moitié riche en Europe. Donc la France, voilà, est un peu pire que l'Europe. Et pire que le monde hein, aussi. Parce que le nucléaire, on a beau dire que c'est effectivement faible CO2, hein, ça je ne discute pas du tout. Mais l'électricité dans la consommation énergétique totale en France, c'est une petite fraction. Et dans cette fraction, on a beaucoup de nucléaire. Mais là, on parle de toute l'énergie. Donc voilà. Et donc les pays, voilà, l'Inde par personne aujourd'hui, c'est pas. Alors, si, il faut multiplier le nombre de personnes, mais enfin voilà. Enfin, en tout cas, suivant comment on présente les données, on a l'impression qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux données. Donc voilà, il faut faire ça par an. Ces différents pays sont à des stades de développement aussi économique qui sont assez différents. Si on regarde historiquement depuis donc la révolution industrielle, quels sont les pays qui ont le plus émis émissions fossiles, c'est les États-Unis, l'Europe, voilà, la Chine, la Russie, et les pays qui sont pas encore, qui sont peu développés, je vais pas pointer le Canada quand même, mais voilà, on réclame au niveau des instances des COP et tout ça un droit au développement, en disant il y a des pays qui sont plutôt débiteurs et puis il y a des pays qui sont voilà. Donc voilà, si on présente ça comme ça, on a une lecture différente. La Chine n'a pas atteint notre niveau de développement économique par habitant le même qu'en Europe. Et voilà, donc elle réclame de pouvoir voilà, aller un peu au-delà de 2050, 2060, je crois, pour leur neutralité. Voilà. Pour la France, ça c'est un petit peu la ventilation par poste. Alors ces grands postes d'émissions par secteur, il y a les transports, industrie, agriculture, habitat, énergie, déchets. Donc vous voyez qu'il y a des grands postes, à peu près un quart, un cinquième de transport, industrie, ils sont tous du même ordre de grandeur. Autrement dit, si on veut réduire d'un facteur 2 la totalité, on ne va pas avoir se contenter de dire allez, on enlève ces deux-là, et c'est bon, on a le facteur 2. Vous voyez. Donc on va être obligé d'intervenir sur tous les postes. Et c'est le message que veut laisser avec ce transparent. On peut pas, aucun secteur est beaucoup plus émetteur que les autres. Et pour réduire d'un facteur 2, donc, il faut donc évoluer dans tous les secteurs. Il y a un travail à faire dans tous les secteurs. Et il y a une singularité corse aussi là-dessus. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être à cause du poids de l'industrie, je ne sais pas trop les raisons. Je tire mes informations de rapports officiels qui concernent la Corse. C'est que la part du bâtiment, qui est à peu près une vingtaine de pourcents à l'échelle nationale, est à 42% en Corse. Alors qu'en PACA, elle n'est que à 7%. Hein. Alors que les conditions climatiques sont à peu près comparables, un peu plus favorables pour vous. Alors, à part le mix énergétique qui est défavorable, j'ai mis en italique ici les raisons qui sont données dans ce rapport. Hein, donc c'est que la modélisation de certaines constructions, importance des résidences individuelles, faiblesse des densités de la population, ou encore le demande clim. Voilà, les clims. Les clims, quand ça fuit, c'est pas terrible, mais ça consomme aussi de l'énergie. Donc, bon, je sais pas. Et je crois que c'est un des derniers transparents, avant-dernier ou avant la conclusion. Ça, c'est l'empreinte moyenne d'un Français. Actuellement, c'est 10 tonnes de CO2 équivalent, en 2019 en tout cas. Ça, c'est des tableaux du Haut Conseil pour le climat. Donc vous voyez, bon, voilà, les postes. Là aussi, c'est un peu comme pour l'industrie. On émet un petit peu partout.
Alors qu'il y en a qu'on peut facilement, si on passe flexitarien, je ne recommanderais du tout, mais si je recommanderais de passer flexitarien. Mais si on divise par 5 sa consommation de viande, on a une grosse marge de manœuvre. Ici, bon, ça dépend des moyens qu'on a, mais voilà, le gaz et le fuel, la voiture, voilà. Enfin, il y a des dépenses plus contraintes que d'autres, mais voilà. Enfin, ça, alors après, on peut dire le français moyen, ça n'existe pas. Ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, et c'est mon dernier transparent. Un article de recherche récent qui regarde un petit peu la ventilation de ces différents postes de dépenses en fonction des revenus des personnes. Donc c'est les déciles de niveau de vie. Donc ça, c'est les 10% les moins aisés de la population, et ça, c'est les 10% les plus aisés. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a des dépenses un petit peu contraintes. Par exemple, le logement, finalement, entre les gens les plus aisés et les moins aisés, alors peut-être qu'on enlève les deux extrêmes, vous voyez, ça évolue pas beaucoup. Par contre, il y a des postes qui évoluent beaucoup plus. Donc là, il y a des postes qui sont beaucoup plus incompressibles que d'autres. Donc dire qu'il faut réduire d'un facteur 2, il faut aussi prendre les gens qui prennent l'avion, c'est peu de gens en moyenne en France. Et donc, par contre, ces gens ont une marge de progrès beaucoup plus grande parce que la partie transport aérien, je ne sais pas s'il est identifié ici, voilà, est plus grande. Voilà. Donc cette histoire de compressivité en fonction des déciles de revenus est importante. Et pour finir, j'espère que je vous ai convaincu que ça valait le coup ne serait-ce que par curiosité, de faire votre propre bilan carbone. Il y a plusieurs sites. Il y a ce site qui est le site de l'ADEME, donc les chiffres officiels et tout ça. Nos gestes climat. Vous pouvez y accéder via un autre site, mais voilà. Il est très convivial. Vous voyez que vous arrivez sur un truc, il est anonyme et tout ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et vous lancez votre simulation, vous pouvez l'enregistrer, et il vous pose des questions. Par exemple, votre consommation de boissons chaudes pour une semaine type, nombre de tasses par semaine, combien de café, combien de chocolat. Bon, donc vous mettez, vous cochez, vous dites je ne sais pas, et puis des fois c'est pas grave. Combien d'animaux vous avez des chiens, des gros chiens, des petits chiens, des chats, voilà. Quel est l'âge de votre logement? Donc voilà, ils ne vont pas vous demander le coefficient d'isolation de votre logement, mais juste quand est-ce qu'il a été construit, et voilà. Et ils parlent même des ferries. Et donc vous cochez un petit bout, alors ça prend quelques minutes, ils vont vous demander la consommation d'électricité annuelle, si vous avez le nombre de kilométrages que vous faites avec la voiture, c'est pratique, hein, parce que c'est des choses... Et puis à la fin, ils vous pondent votre profil, et là vous pouvez voir, et ils vous proposent aussi des marges de manœuvre. Et voilà, et ça c'est mon transparent de conclusion. Je suis désolé d'avoir parlé beaucoup, j'avais 3/4 d'heure, j'ai passé le double. Le chiffre à retenir par cœur, s'il y en a un, c'est que si on veut tenir les accords de Paris, il faut en gros diviser par 2, alors 55% d'après l'Europe, 40%, bref, par 2 nos émissions en 2030. Il n'y a pas de levier magique, il y a déjà plein de solutions qui existent, les gens ont beaucoup réfléchi, mais pour un tel niveau de réduction, il faut actionner aussi bien les sphères privées, professionnelles que citoyennes. C'est indispensable. Il y a des comparateurs. Data Agir ADEME, ça renvoie entre autres vers le site que j'ai cité juste avant pour les... il y a beaucoup d'informations en ligne. Là, j'ai cité deux sites. Un site YouTube, Réveilleur, qui est un peu technique, et Bon Pote, qui est assez diversifié, qui est un site web. Il y a beaucoup de collectifs qui proposent de faire des ateliers de sensibilisation dans les communes, dans les ceci, cela. J'en ai cité quelques-uns ici. J'ai même utilisé ouais, voilà. Et voilà. Et peut-être pour vous dire... oui, voilà, j'ai bien parlé, mais juste pour vous dire peut-être que moi je suis engagé dans une démarche de réduction comme ça, et finalement c'est très gratifiant. On présente souvent ça en disant on n'y voit que des inconvénients. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment qui peut être agréable. On est obligé de se reposer des questions, qu'est-ce qui compte pour nous. On est obligé de faire passer sa vie à travers de filtres. Et quand on voit l'impact, le coût et le plaisir que ça fait de se dire qu'on se fait du bien, qu'on fait du bien à la planète, c'est pas forcément, c'est pas du tout négatif, c'est même très enthousiasmant, je trouve. Donc, je vous invite voilà, ça prend du temps par contre, hein, parce qu'il faut lever cette dissonance, ça prend du temps, il faut apprendre, c'est long, mais c'est assez stimulant. Voilà, merci. Merci beaucoup.